Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Et ben on y va. Salut Caroline. Salut Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci de me recevoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis heureuse de te recevoir à la maison. Merci de m'accueillir, il fait un temps magnifique, on est à Carnac. Tu es brocanteuse et tu animes aussi une communauté de fans de brocante, de vintage, de déco et de plein d'autres choses sur Instagram, sur le compte Une place pour chaque chose, qui comptabilise 31 000 followers, ouais. C'est ça ? C'est ça. Donc je disais, tu vends de la déco, des meubles, de la vaisselle, des luminaires magnifiques que tu fais en plus toi-même, aussi des bijoux, des vêtements, tout ça de grande qualité. Tu sources avec beaucoup d'amour et d'attention et tu partages aussi avec beaucoup d'amour et d'attention. Tu partages aussi beaucoup sur Instagram tes convictions, tes passions, ce qui t'anime, ta vie en bord de mer, tes coups de gueule aussi parfois, tes frustrations. Ouais. Moins souvent, mais ça arrive. Ouais, j'essaie de pas trop en mettre. C'était important pour moi, Caroline, de t'inviter sur Chef parce que tu es une des figures qui représente pour moi l'expression être chef de sa vie. Parce que, alors avant d'être brocanteuse, t'avais une vie notamment de chef dans une entreprise, dans des entreprises de retail et t'as opéré un mouvement de carrière et dans ta manière de vivre, de partager, de mener ta barque, de mener ton entreprise, tu incarnes pour moi ce que c'est qu'être chef de ta vie et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui ensemble. Ouais. Si t'es d'accord. Ça va être la première question. Ça. La première question, c'est plutôt une question rituelle, mais ça veut dire quoi pour toi être chef au sens large ? Alors ouais, comme tu l'as expliqué, en effet, moi j'ai eu l'occasion de le vivre de différentes façons, cette appellation de chef. Et depuis quelques années, je pense que j'ai vraiment cette vision de dire je suis capitaine de ma vie. Ouais. Moi, le mot capitaine me parle bien, surtout quand on est en Bretagne, on peut apparenter ça à la voile aussi, au fait d'être le skipper, le capitaine de sa vie. Être chef, je crois que je préfère le mot capitaine parce que dans le mot chef, il y a ce côté un peu autorité, hiérarchie et tout ça. Donc ça, je l'ai expérimenté. J'ai appris ce que c'était, et notamment dans la façon de manager les hommes, d'emmener les hommes vers un objectif, répondre à un objectif et emmener les personnes dans une mission, de leur donner envie, de fédérer.
pour moi, c'était ma définition d'être chef avant. C'était vraiment axé là-dessus et c'était surtout quelque chose qu'on me demandait. Donc, c'était vraiment dans l'optique d'une profession, quoi, d'un métier. Et maintenant, je pense que pour moi, être chef, c'est avant tout être chef de sa vie, quoi, capitaine de sa vie, c'est-à-dire je fais quoi de mon destin, je fais quoi de mes journées, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je suis ici. Et du coup, maintenant, je ne manage plus vraiment de gens, je ne suis plus chef des autres, mais je suis un peu capitaine de ma vie à moi, quoi. Et en même temps, il n'empêche que j'emmène des gens avec moi. Donc je les emmène pas forcément parce que je suis payée pour faire ça, mais je les emmène pour suivre mes aventures et essayer de les sensibiliser à ce qui m'anime moi. J'ai en effet depuis que j'ai fait une place pour chaque chose un côté un peu militant. Alors je l'ai adouci parce que je veux pas que ce soit dans le sens culpabiliser les gens sur cette notion de la seconde main, d'écologie et tout ça. Et du coup voilà, être chef, capitaine de cette belle aventure. Et puis c'est capitaine aussi dans le côté les épreuves, quoi, les épreuves de la vie. On garde le cap et on se relève et on avance malgré tout ce qui peut nous arriver. Donc moi plus ça va et plus ce côté capitaine de ma vie, il est de plus en plus fort, quoi. Ouais. Quand est-ce que tu t'es sentie chef ou capitaine pour la première fois ? Alors, bonne question. Je pense que la première fois que je me suis sentie chef, j'étais assez jeune. Je devais avoir 14 ou 15 ans. C'était quand j'étais scout. Ok. Ouais, j'ai été scout guide chez les Scouts Unitaires de France à Orléans. Et j'étais chef de CE, on disait, chef d'équipe. Et c'était la première fois de ma vie où j'ai expérimenté le fait de me dire « Ah oui, mais en fait, je suis responsable de cette gamine-là, ma petite dernière de l'équipe. » Et j'ai ressenti ça le jour où je me suis retrouvée dans des camps de scouts où t'es sous la tente et t'as une gamine qui pleure en pleine nuit parce qu'elle a mal et que c'est comme ça. Il faut que je m'occupe d'elle, je suis responsable d'elle. Et donc, il y a ce côté responsabilité. Et en même temps, t'as une équipe et des filles qui te regardent, des petites gamines, et qui te demandent on va où, quoi. Et là, t'es avec ta carte, t'es en raid, t'as 2 jours, t'as 10 francs par jour pour passer ta journée, marcher, trouver un endroit où dormir et manger. Et t'as des gamines qui te regardent, on va où, quoi. Et là, tu te dis on va là, oui, je sais très bien, mais on va, tout va bien. Et tu rigoles et tu les fais chanter et tout ça. Et ça, c'est la première fois de ma vie où j'ai compris ce que ça voulait dire, d'être responsable de personnes qui comptent sur toi et de devoir les emmener dans la joie, la bonne humeur, vers un objectif fixé. Donc et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, c'est un truc qui m'a vachement appris quand après je suis devenue manager en entreprise. Ah ouais, c'est fondateur, ça a été assez tôt. Et ça te plaisait, ce rôle-là ? Ça me plaisait. J'étais pas hyper méga à l'aise. Moi, j'ai toujours eu un gros déficit de confiance en moi, jeune. Maintenant, ça va mieux. Mais clairement, non, j'étais pas hyper à l'aise. J'avais pris conscience et j'ai essayé de le faire au mieux parce que je suis une petite besogneuse. J'ai toujours été très scolaire et que j'étais pas la seule. L'avantage quand t'es scout aussi, on est plusieurs équipes, donc tu te suis, t'es pas la seule à vivre ça et t'es accompagnée et il y a un parcours d'accompagnement justement pour passer des étapes et devenir chef d'une équipe. Voilà, mais ça a été parfois un peu des moments un peu de solitude et après des choses que j'ai vécues quand j'étais en entreprise où j'étais propulsée manager et ça peut être douloureux parfois même. Avant de passer à ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une leçon que tu veux nous partager aujourd'hui de ce que tu retiens de ta vie de chef en entreprise ? Oh là là, bonne question. Ça, c'est pas facile de répondre à ça. Quelque chose qui t'a marqué, qui te sert encore aujourd'hui peut-être ? Ouais, alors moi j'ai appris qu'on pouvait apprendre à devenir manager. Parce que moi, j'ai été propulsée, je te l'avais raconté quand on a préparé cet entretien, j'ai été propulsée un peu du jour au lendemain au hasard de réorganisation dans une entreprise. J'ai été propulsée manager alors que je n'avais jamais été manager et que j'avais pas été formée pour ça et que à la base, ma formation d'origine ne me menait pas à ça. J'étais formée au commerce. On m'a propulsée du jour au lendemain manager et donc j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs. Ça, c'est un gros enseignement, c'est-à-dire que j'étais pas du tout parée pour faire ça et en fait, j'ai appris, et donc en apprenant les bases du management, c'est-à-dire qu'il y a des techniques pour manager, ça s'apprend. Et après, j'y ai pris goût aussi, et j'ai compris que je pouvais avoir un tempérament et une capacité à fédérer et emmener des gens. Parce qu'après, je pense qu'on n'est pas tous armés, forcément, même si on a des techniques pour le faire, on n'est pas tous forcément armés pour donner envie à des gens de vous suivre, donner envie à des gens de répondre aux ordres que tu leur donnes, tu vois. Donc ça, c'est un vrai apprentissage, c'est d'apprendre et l'aventure humaine que ça représente, moi, vachement, j'ai adoré ça, quoi.
Même si c'était parfois difficile, surtout que j'ai été parfois manager dans des boîtes qui n'allaient pas bien, où les messages à passer n'étaient pas faciles. Donc, moi, je garde un très bon souvenir de toutes les facettes d'être chef, à la fois le côté hyper fort humainement parlant, et à la fois aussi le côté douloureux parfois. Douloureux, ça a été douloureux pour moi de manager des gens, et de les emmener parfois dans des trucs où j'étais plus d'accord, quoi. Ça ne correspondait plus à mes valeurs. Et ça a fait partie notamment de ma bascule et de mon envie de changer de métier. T'as expliqué ça d'ailleurs sur un épisode de podcast du podcast La Bascule, où t'expliques bien ça pendant plus d'une heure de discussion. Donc, qui s'est passé dans ma tête on invite les auditeurs qui voudraient creuser un petit peu plus ce point à t'écouter au micro de La Bascule. Néanmoins, sur ce passage-là de salariée à brocanteuse aujourd'hui, je sais pas comment tu te définis. Brocanteuse, je dis je suis partie des générations récentes qui ont réinventé un peu le métier de la brocante, donc c'est vrai que quand on dit brocanteuse, ça correspond pas forcément tout à fait à l'image du métier que moderne, sur Instagram. Mais bon, c'est ça qui est bien de pas avoir vraiment de nom de métier. On a une espèce d'ovni. Oui, tu fais plein de choses. J'ai inventé, moi je pense vraiment avoir inventé mon métier. Ouais. En tout cas, ma façon de le faire. Et alors justement, donc tu disais que tu avais t'avais toujours été assez besogneuse, assez bonne élève, etc. À un moment donné, il y a une cassure ou une bascule dans ton parcours professionnel. Tu passes d'un poste de directrice commerciale dans des grosses entreprises à ton compte, en train de chiner et de vendre ce que tu chines sur Instagram, et puis ensuite tu viens t'installer ici à Carnac et t'ouvres une boutique en physique pour avoir 2 canaux de distribution et d'acquisition client, et puis de contact avec ta communauté. Là, on se dit que la bonne élève qui suit les codes, il s'est passé un truc, une audace peut-être, elle s'est peut-être découvert une audace. Ouais. Quelle est la place de l'audace et de l'intuition aujourd'hui pour toi, Caroline? Ouais, alors c'est un truc que j'ai beaucoup développé ces derniers temps. En effet, c'est l'intuition et l'instinct. Travailler à l'instinct. Et je pense qu'en effet, quand j'ai fait cette bascule-là, c'est une des premières fois où je me suis autorisée à sortir du schéma qu'on m'indiquait, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en même temps, je pense que si je me suis permis ça, c'est parce que j'ai eu des bonnes conditions, une fenêtre de tir. J'avais une assurance de pouvoir essayer, de pas trop prendre de risques. Parce que je pense que clairement, quand on fait ça, on décide de se jeter dans le grand bain, quoi. Et de se dire, au pire, et moi c'est ce qui m'a vraiment animée, je me dis, au pire, je me plante, c'est pas grave, je suis une fille de commerce, moi je me mets responsable d'une boutique ou vendeuse du jour au lendemain, je me remets en salariat, mais en 2 secondes enfin c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'avais pas peur. Moi je passais ma vie à gérer des gens, à recruter du monde dans des boutiques, des vendeurs, enfin je sais que être vendeur, tu retrouves du boulot du jour au lendemain. Donc j'avais pas peur, et j'avais pas de honte à me dire s'il faut redémarrer pour gagner mon SMIC au bas de l'échelle, il n'y a pas de souci. Donc ça, moi j'étais quand même vraiment animée par le fait de savoir que j'avais des vraies compétences de vente, et qu'en même temps j'avais été chef de business unit, parce que j'étais en direction commerciale de réseau de magasins, donc je gérais des comptes d'exploit de magasins. Donc en gros, j'avais même déjà une notion un peu de l'entrepreneuriat, et une bonne maîtrise de plein d'univers rattachés à la création d'entreprises et tout ce qu'il faut savoir maîtriser pour générer un peu de sous, vivre d'une activité, on va dire. Du coup, j'avais pas peur, et j'ai une fenêtre de tir perso, un changement aussi de vie perso, puisqu'à l'époque, avec le père de ma fille, on était en région parisienne et on savait qu'on allait déménager à Nantes. Donc je savais que j'allais quitter la région parisienne. Donc je me suis dit, il y a une fenêtre de tir, c'est le moment d'essayer. Parce qu'au pire, dans tous les cas, il faut que je quitte ce job ici, parce que si on part à Nantes, voilà. Et c'est des petites choses qui, moi, ont rassuré mon petit cerveau rationnel, et qui ont permis de rentrer dans la porte de l'autre côté. On s'est dit, allez, on y va, et je suis allée à fond. Et je me dis, pour le coup, vas-y à fond, fais vraiment un truc où tu sors du rang, quoi. Je me suis dit, je veux même pas être créatrice d'entreprise. Je veux dire, je veux créer de la valeur à partir de rien. C'est-à-dire, je vais créer ma micro-entreprise, statut hyper accessible. Je veux pas de local, je veux pas d'investir. Je veux acheter, revendre et gagner de l'argent par la marge de la revente tout de suite, ce sera mon salaire. Et puisque j'ai pas de frais, bon, ça va être simple,
Je paye un peu d'URSSAF quand même, auto-entrepreneur, mais voilà. Et j'ai gagné de l'argent dès le premier mois. Dès le premier mois, j'avais gagné 350 € net, je crois. Je reviens à ma question. Quelle est la part de l'intuition dans oui, en effet, tu vois, c'est mon dans cerveau. ce moment-là, et encore aujourd'hui, parce que dans le fait d'être chef de sa vie, d'être capitaine de sa vie, justement, est-ce que tout est rationnel, tout est mesuré, cadré, etc., analyse risque? Non, il y avait quelque chose qui me laissait dire, Caroline, tu es capable de faire quelque chose, tu te démerdes bien dans ton métier, parce que tu es une scolaire. J'aurais pu, je pense, faire n'importe quel autre métier bien, parce que voilà, je suis la besogneuse. Et à un moment, je me suis dit non, connecte-toi vraiment à ce que tu sais bien faire. Notamment, c'est se connecter à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui te faisait kiffer quand t'étais gamine? Et de faire des choses avec mes mains, de farfouiller, de bricoler. Ça, je me suis dit, ton cerveau pense que c'est que pour les hobbies du week-end, c'est que on bricole le week-end chez soi pour se détendre. Non, en fait, pourquoi tu peux pas le faire toi et en faire un métier? Et du coup, mon instinct m'a dit, t'es compétente, ta maman, elle t'a appris plein de trucs, t'as un cerveau qui est fait, t'es un peu ingénieur, tu comprends comment marchent les choses, t'es une bricoleuse, t'es une démerdarde. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans le scoutisme aussi. Et ça, je kiffe, je suis dans une zone de confort extrême, je le sais. Mais je m'étais toujours dit, c'est pas avec ça qu'on fait un métier, quoi. Quand j'étais directrice de réseau, j'allais dans les boutiques, les ouvertures de magasins avec les équipes, ou quand j'étais responsable régionale, je me foutais à quatre pattes dans la caisse pour aller faire les branchements des TPE, des machins, et j'étais avec les mecs qui faisaient la fin des travaux d'ouverture de boutique, et j'étais capable de piloter les fins de chantier. Et je m'éclatais en faisant ça. Mais non, en fait, on m'attendait pas forcément là. Donc, et je me suis dit, non, Caro, en fait, si c'est ça qui te fait kiffer, mais t'as pas de honte à avoir, quoi. Fais-en ton métier, quoi. Donc, ramasser des trucs dans la rue et les vendre, en les nettoyant et en se rendant compte que c'est un petit trésor, tout le monde va se marrer, mais il n'y a pas à rigoler, en fait. Ça peut être un métier. Ça fait 9 ans que tu t'es lancée. Ouais. 9 ans plus tard. J'en ai fait un truc quand même sérieux, même si ça reste pour moi encore très artisanal. Mais tant que ça me fait vivre, moi, ça me va. Et j'ai pas envie d'en faire une multinationale. Tu nous as expliqué la place de l'intuition. Comment tu gères la peur ? La peur... Est-ce que j'ai eu peur ? Je pense que j'ai jamais vraiment eu peur, en fait. Puisque je me suis connectée à un truc qui me faisait tellement kiffer. J'ai tellement toujours kiffé. Et je me suis vite rendu compte, ça c'est un truc, je me suis rendu compte, que quand tu kiffes ce que tu fais, tu dégages tellement un truc positif qu'au final, les gens te suivent et que les choses te réussissent. Enfin, clairement. Hein. Et, tu rayonnes, en fait. Ouais, voilà. Je sais pas. Alors... peut-être, mais... Et du coup, t'as pas peur, t'as moins peur parce que tu vois très vite qu'il y a du positif, quoi. Que moi, très très vite, ça marchait et on me disait waouh, super. Donc j'ai jamais vraiment eu peur. Après, pour être aussi rationnelle et honnête, je pense que la peur, elle vient souvent de trucs primaires. J'ai peur de quoi ? De quoi on peut avoir peur ? De finir sous un pont ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ? C'est l'argent, en fait. Hein. Moi, je me rends vraiment compte dans notre société aujourd'hui, ce qui bloque beaucoup les gens dans l'entreprise de nouveaux projets, dans le changement, c'est l'argent. Et moi, je m'étais dit, écoute, Caro, t'as trimé, t'as bien bossé pendant 15 ans, je gagnais bien ma vie. J'avais commencé à constituer mon patrimoine aussi. Et je me suis dit, allez, n'aie pas peur, parce que là, t'as quand même un matelas solide. Je suis dans une situation perso où j'étais avec quelqu'un aussi. Quand t'es à deux, franchement, tu te dis, voilà, on a décidé d'être ensemble, de partager notre vie, on a une fille en commun, on n'était pas mariés, mais bon, voilà, j'ai toujours été très indépendante financièrement, mais je me suis dit, allez, on peut s'appuyer sur l'autre si jamais à un moment, ça patauge ou ça va pas bien, ou pendant 6 mois, tu gagnes pas d'argent et tout. On est en France, moi je m'en suis rendu compte, quand j'ai lancé mon truc, un panel de soutien, d'aide. Enfin, c'est juste, on passe notre temps à critiquer notre pays et tout ça, notre administration, mais franchement, on est quand même super aidés. Donc, je n'avais pas peur. Moi, quand j'ai vu au Pôle emploi tout ce que je pouvais avoir en termes d'aide, de soutien, de formation, d'ailleurs, dont je n'ai jamais profité d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai voulu aller très vite, j'ai créé mon statut, et puis à partir du moment où j'avais créé mon statut auto-entrepreneur, on m'a dit « Ah non, mais maintenant, vous êtes
Voilà, vous avez plus d'aide, plus de formation, c'est capitaine, t'es dans le bateau, tu te démerdes. Tu te démerdes. Moi, j'ai créé avant même de partir de ma boîte et donc en fait, j'ai jamais eu de chômage. T'as pas accès au... Voilà. Bon, moi, j'ai eu l'accompagnement quand même du chômage, en plus du revenu, ils viennent compléter tes revenus d'auto-entrepreneur, c'est bien, mais je me suis coupée de tout ce qui était formation, accompagnement, tout ça au début. Donc, je pense que j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai eu parfois des coups de flip dans les 9 ans, des passages un peu plus avides où tu dis... non mais là, tu sais, tu prends du recul, où il t'arrive un truc perso, une contrariété, un truc, ou une faiblesse, il t'arrive un truc dur, et tu te dis, en fait, il ne tient qu'à moi, là. Voilà, tu ne peux compter que sur toi. Donc si t'as un moment, t'as une faiblesse, ou t'as un problème, et puis très vite, je me dis, pas grave, écoute, je ferai autre chose, je repartirai à zéro. J'irai retrouver un job de salarié. Surtout que j'avais des cabinets qui continuaient à m'appeler, donc... Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que au moment quand je me suis questionnée à quitter mon ancienne entreprise pour me lancer à fond dans Chef, évidemment, tout le monde me disait « Ouah, mais warning, tu laisses une place en or, un gros salaire, en plus à l'âge où tu peux être maman, fonder une famille, etc. et tu vas te mettre dans une galère, machin. » Je me disais « Mais si moi, alors que c'était mon intuition profonde que j'avais besoin pour m'épanouir d'aller dans l'entrepreneuriat, je disais si moi, quand même plutôt... issu de milieux privilégiés, avec, comme tu dis, un conjoint qui gagne sa vie, une famille qui peut m'aider vraiment en cas d'archi coup dur, etc. Si moi, je le fais pas, personne ne peut le faire, en fait. Si on attend d'être milliardaire pour se lancer, on ne sera jamais. Et du coup, moi, c'est clairement... J'ai envie de secouer plein de gens. Il y a plein de gens que je vois en difficulté ou en souffrance dans leur travail ou dans leur vie perso. J'ai envie de les secouer. Je dis, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Enfin, t'as qu'une vie, quoi, vas-y. N'aie pas peur. Au pire, tu reviens à cette case-là. Ouais. Sors de la case, au pire, tu reviens. C'est pas grave. Quel est ton rapport au travail aujourd'hui ? Moi, ça fait juste 9 ans que j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Pour moi, je travaille pas. Je m'éclate. Bon, il y a des trucs un peu plus... Comment dire, dans mon métier, plus ingrats. Parfois, je suis quand même obligée pour qu'on respecte mon métier, parce que les gens voyaient que je m'éclatais. Donc c'est vrai qu'à un moment, il a fallu que je dise non mais là je travaille. C'est-à-dire que moi j'ai pas l'impression de travailler, mais j'ai parfois été dans ma famille obligée de faire comprendre ça, parce que souvent les gens me disaient oui non mais attends, elle s'amuse, elle s'éclate là. Et c'est vrai que moi je suis auto-entrepreneur, donc c'est un métier qui a vite fait de s'immiscer dans ta vie perso, puisque t'es chez toi. Je bossais chez moi jusqu'en 2021, je bossais chez moi. C'était mon local, j'avais mon atelier, je recevais mes clients chez moi, je chinais le week-end. Donc c'est vrai que c'est pas évident et c'était à moi de dire à ma famille, bah ouais, mais là en fait je travaille, en fait, je m'éclate pas, je vais pas chiner au même titre que mon mec va faire du vélo. En fait, moi je travaille là. Moi mon métier maintenant c'est le week-end de travailler à tel horaire et tout. Donc tu dois faire comprendre aux gens que c'est un travail. Mais moi, je travaille dans ma tête. Oui, mais c'est-à-dire que, c'est marrant, l'épisode de podcast de Chef qui sort aujourd'hui, on a eu cette discussion avec mes invités qui sont Denis Pénel et Gilonne de Maigret sur ce qui nous donne de l'énergie, sur la définition du mot travail. Et eux, ils retiennent la définition de James Schulzman qui est le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et donc, faire la vaisselle, faire le jardin, c'est un travail. S'occuper des enfants, c'est un travail. Voilà. Chiner, faire des colis, peu importe. Et en fait, il n'y a pas de notion de plaisir ou de pénibilité. Il n'y a pas de notion non plus de rémunération dans cette définition-là. Donc, c'est vraiment là, en ce moment, on est en train de travailler, par exemple, même si on prend beaucoup de plaisir, qu'on est dans un cadre sympa. Et en France, on est dans une définition du travail, ou dans une vision du travail, en tout cas, qui est très... pénible. C'est clair. Tu vois, il faut que ça soit dur, subi, il peut y avoir de l'autorité dominante. Et donc, effectivement, toi, tu t'es construit un métier et des conditions de travail que tu kiffes. Ah bah, carrément, ouais, c'est un kiff permanent. Parfois, je me dis, là, t'aimes un peu moins, j'ai des moments un peu plus down et tout. Et en fait, c'est mon travail de maintenant, c'est d'aller essayer de trouver des façons de faire évoluer ce que je fais pour pas me lasser et trouver en permanence un peu de sel et continuer à avoir envie d'aller travailler. Je pense qu'on peut tous trouver sa mission, peut-être une histoire de mission aussi, sa mission personnelle et son travail où on n'a pas l'impression de travailler avec ce mot travail, cette appellation un peu péjorative qu'on peut avoir en tête, ouais.
Justement, en parlant de mission, toi aujourd'hui, avec une place pour chaque chose, c'est quoi ta mission ? Ma mission déjà, c'était que ce kiff me fasse gagner de l'argent. Parce que c'est un travail, j'ai pas l'impression de travailler, mais moi je suis dans ma tête, il faut que ça me fasse gagner de l'argent. Je voulais pas qu'on me dise, ah oui, bah elle s'amuse. J'ai souvent vu dans le regard de certaines personnes, ah bah peut se le permettre, elle est issue d'un milieu, elle a de l'argent ou je sais pas quoi, elle peut s'amuser. Non, c'est un vrai travail et même si j'ai constitué du patrimoine avant, que je suis dans un milieu privilégié, tout ce que je fais me fait gagner de l'argent et je ne fais jamais de ce travail juste pour m'amuser, quoi. Parce que mon kiff à moi, c'est de me dire que je suis rémunérée pour ça et c'est ma reconnaissance. Donc moi, j'ai besoin de reconnaissance hyper concrète. Donc il faut que je gagne des sous et j'ai aucune honte à dire ma mission, c'est acheter-revendre et donc je travaille au mieux ma marge et je vais pas dans des deals ou dans des missions, on a pu me proposer des trucs où je dis, bah oui, ça a l'air très sympa, mais bon, là, je vais quand même pas gagner ma vie, donc au final, il faut quand même que je gagne de l'argent. Bon, voilà. Ça, c'est très important pour moi. Ça fait partie du sujet, être capitaine de sa vie. Ah ouais, oui. Parce que tu disais que t'as toujours été très indépendante financièrement, etc. Bah, en fait... Je pense que pour l'équilibre dans tout, dans la vie, pour être bien personnellement, pour pas être dépendant... avoir de la reconnaissance sur ce que l'on fait, il faut gagner des sous, quoi. Si on en revient du coup à la mission, c'est quoi ma mission ? Alors très vite, moi quand j'ai démarré, j'avais vraiment la mission aussi j'avais l'impression que je voulais convaincre les autres de l'intérêt de la seconde main. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je voulais montrer que la seconde main, la brocante, c'est pas que des trucs poussiéreux et miteux et des trucs de mamie et sortir de l'air du temps, quoi. Je voulais montrer qu'on pouvait très bien concevoir la seconde main, vivre de seconde main, acheter des vieux trucs et pour autant ne pas être poussiéreux. Et j'ai fait partie de toute cette vraie tendance qui a été lancée par des plateformes qui sont arrivées sur le marché comme Celency, etc., qui ont voulu dépoussiérer la brocante. Je trouve que le mot est très juste. Tu sais que Charlotte, ça a été ma première invitée. Charlotte, ah ouais, c'est vrai. Bah moi, Charlotte et Maxime font partie Cadet, ouais. Des personnes qui ont été des petits déclencheurs dans ma tête. Je me souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué quand j'étais dans mon bureau à Épinay-sur-Seine, que j'étais encore directrice commerciale, être sur mon téléphone sur les débuts d'Instagram en 2014 et suivre le lancement de Celency. Et je me suis dit, waouh! Qui s'appelait Brocante Lab à l'époque. Tout à fait. Ah, l'idée de ouf d'être comme ça. Ah ouais, mais moi j'aurais voulu avoir cette idée, c'est trop bien ce qu'ils font. Et j'ai fait partie après, en 2016, quand je me suis lancée, j'étais dans les premiers des marchands et puis j'avais participé à leur vente en physique qu'ils faisaient dans leur bureau, là où ils m'ont aidé à constituer ma clientèle au début, quoi. Bon, voilà, aparté. Mais... Donc ma mission, moi je me sentais vraiment avoir cette mission d'être un peu militante en fait, très vite. C'était vraiment ma mission très forte au début. Et maintenant que c'était très démocratisé, etc., je me donne plus comme... mission de me dire je vais aller convaincre les gens. Non, je pense que tout le monde a compris maintenant. Tout le monde sait. Voilà, donc ma mission, maintenant, je pense qu'elle est un peu plus, maintenant que j'ai ouvert la boutique, c'est un peu différent. J'ai envie aussi de recréer, je me suis dit c'est chouette de recréer un petit commerce qui fait vivre un endroit, pouvoir proposer une expérience sympa, humaine. Voilà, je fais pas que vendre des choses, j'ai aussi une part humaine dans mon métier maintenant qui est hyper importante dans la rencontre, aussi bien auprès des gens chez qui je vais chiner que des gens qui passent dans ma boutique par hasard ou qui me découvrent qui me suivent depuis quelques ans sur Insta. Et ma mission elle est un peu plus là maintenant. Voilà. Dans le lien ? Ouais, dans le lien. De donner envie plutôt que d'aller dire allez, il faut acheter ça plutôt que ça. C'est comme ça que ça marche. Hein. Moi, quand je regarde ce que tu fais, je vois deux choses dont j'aimerais qu'on parle aussi. C'est le beau. C'est-à-dire que ta boutique, elle est pas très grande, mais on a tout de suite envie de rentrer. C'est très beau. T'as une grande table au milieu. On a presque envie de s'attabler pour dîner dans toutes les vieilles assiettes. Parce que moi, quand je la regarde la boutique, je trouve plein de défauts. Dans toutes les vieilles assiettes superbes que tu chines. On a envie d'allumer toutes les petites lumières le soir pour être dans une ambiance tamisée. Donc c'est beau. C'est une boutique de déco vintage. Et puis tu mets beaucoup de joie aussi dans ce que tu diffuses, aussi parce que tu le dis, hein, t'as pas l'impression de travailler, que tu kiffes. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit cette phrase, je vis mon rêve. Tu le diffuses en tout cas avec beaucoup de joie, et donc le beau et la joie, c'est quand même un combo gagnant pour donner envie. Et rassembler.
Ouais, ça attire que du bien. Il y a plein de gens dans la boutique qui rentrent et me disent il y a des bonnes ondes ici depuis le début, depuis l'ouverture. Ça, c'est ma plus grande joie. Ouais, du coup, cette mission, elle s'est transformée en se disant ça peut être beau, tu peux avoir des vieux trucs et ça peut être beau. Et moi, ça me fait marrer de me dire que parfois, il y a des gens qui rentrent dans la boutique et qui, au bout d'un moment, disent ah oui, mais en fait, c'est que des vieux trucs, en fait. Je dis, oui, ils ont du mal à le dire parce qu'en fait, je pense que je fais une sélection où je l'ai présenté, j'ai fait une boutique qui donne envie et qui fait pas boutique de brocante. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire que je suis brocanteuse. Oui. Parce que quand on dit brocanteur, on a l'idée, mais moi j'adore aller chez les brocanteurs à la poussière et tout. Moi j'adore aller fouiller, heureusement qu'ils sont là. Mais moi du coup j'aime bien aller extraire tous ces trucs poussiéreux, aller les nettoyer et hop, aller les tourner, les mettre en lumière d'une façon qui donne envie aujourd'hui à nos... Enfin, aujourd'hui, on reste des êtres de séduction, tous. Donc on a besoin d'être séduits par le beau. Et Dieu sait si on est sollicité sur les réseaux et tout ça, pour avoir envie d'acheter le dernier look de la nana que tu suis, l'influenceuse, d'avoir une déco hyper fraîche, hyper clean, où tout est harmonieux. Enfin, on a tous ces envies-là d'une quête de beau. Alors parfois, dans des compulsions de conso qui sont un peu dingues, où certains sont très doués pour appuyer sur ces trucs-là, pour nous donner envie de façon compulsive de consommer. Et moi, j'arrive là-dedans et je me dis, je peux aller travailler un peu sur les mêmes, surprendre les gens en leur disant, je peux vous faire craquer, vous donner envie, mais en fait, tout ce que tu vois là, c'est du vieux truc que j'ai juste un peu nettoyé, twisté, upcyclé. Donc achète-le-moi si ça te fait plaisir et vas-y, va le faire toi aussi par toi-même. Dans ce côté un peu éducation, moi j'aime bien faire ça. Parfois je perds mes clients parce que je leur dis même comment faire. Et souvent j'en vois, je les ai perdus. Il y a toute ma clientèle. Ma clientèle, elle a vachement évolué. Ok. Parce c'est-à-dire que il y a quand j'ai créé une place pour chaque chose, la seconde main était encore dans une phase d'essor et il y avait beaucoup de clientes féminines notamment, qui n'avaient aucune notion, aucune connaissance un peu de la seconde main, de Chine et tout ça, et qui, elles étaient waouh devant une carafe en verre des années 70, que j'avais fait une jolie photo, et la carafe, elle est waouh. Mais en fait, cette petite carafe, moi, je chinais, j'allais la chiner chez Emmaüs ou dans des vides de grenier, 1 €. Je la nettoyais, je faisais une jolie photo et je dis voilà, plutôt que d'aller chez Maison du Monde, tu prends la jolie carafe des années 70, tu la trouveras même dans le placard de ta grand-mère et tu la nettoies comme ça, vinaigre blanc et tout. Donc au début, les filles, elles m'achetaient parce qu'elles savaient pas où, hop, je générais un waouh chez elles et hop, compulsion, je l'achète. Et maintenant, je pense que moi, j'ai participé aussi et on est très nombreux à avoir le Bon Coin, tout le monde maintenant sait acheter de la seconde main. Enfin, les vides-greniers, c'est devenu un truc qui est rentré dans les mœurs, je pense. Et du coup, maintenant, les gens savent comment faire. Donc, faut apporter un truc en plus. Donc, moi, après, je suis allée me challenger en me disant, oui, Caroline, maintenant, tout le monde peut accéder à ça. Tu leur montres comment faire. Faut que tu continues à... Donc, les gens continuent à me suivre. Il y a plein de gens qui me suivent, mais qui n'achètent rien chez moi. J'ai une place pour chaque chose. Parce que je leur donne envie et ensuite, ils font par eux-mêmes ou ils vont chiner ailleurs. Ouais, normal. T'as aussi de la pédagogie. Ouais, de la pédagogie. Et puis voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin de venir jusqu'à Carnac, de faire 400 km pour m'acheter une chaise ou un vase. Enfin, tu vois. Et du coup, la boutique est venue aussi apporter la magie de se dire, je vais capter des gens et dans l'univers de la boutique, je vais pouvoir conforter mon offre et montrer qu'il n'y a pas que des jolies carafes nettoyées. J'ai une place pour chaque chose. Ça va un peu plus loin, puis il y a l'expérience. Là, l'expérience de venir se rencontrer, de parler, d'échanger. On est à 50 mètres de la plage, on passe un bon moment, et puis il y a plein de gens, ils me découvrent, et ils sont en vacances, ils se font plaisir, et puis voilà, ils ont envie d'acheter le petit lot d'assiettes, parce qu'ils ont aussi vécu un moment sympa. Et pas que, ils auraient pu la trouver aussi s'ils étaient allés à la ressourcerie ou au vide-grenier de Locmaria-Care la semaine dernière et tout, tu vois. Donc voilà, tu vois, ça a un peu évolué quand même. Quel est ton rapport au beau ? Qu'est-ce qui te... Rapport au beau, moi j'ai l'impression de voir du beau, de le voir même quand il est caché, quoi. Ça c'est magique, de voir un truc au fin fond d'une grange, d'un hangar tout poussiéreux, et tu sais que ce que tu vas en faire, et tu peux en faire un truc beau, parce que tu le révèles, ou parce que tu le transformes, ou que tu l'upcycles. Moi je vois du beau partout, j'aime beaucoup la photo, j'ai pris vraiment goût avec Insta, ça c'est un de mes kiffs énorme. J'espère que je saoule pas trop les gens avec mes stories, mes photos, mais j'adore, mais c'est une passion. Avec mon iPhone, je suis amoureuse de mon iPhone, j'avoue. Je suis dépendante de l'iPhone et j'ai envie de faire des belles photos avec cet iPhone et de les partager. Donc c'est partager des belles photos.
faire vivre un bon moment dans une belle boutique. Voilà. Et à partir de pas grand-chose, parce que franchement, hier, j'étais encore en train de ranger ma boutique, mais ma boutique, elle est pas... Franchement, je fais ça hyper simplement. J'ai juste peint les murs, j'ai mis des meubles de récup et j'ai bien rangé mes petits objets et c'est tout. Est-ce que tu as eu parfois le syndrome de l'imposteur ? Oui. Oui, mais on peut toujours l'avoir. Il y a toujours des personnes qui te renvoient vers ça. Il y a toujours la remarque, et c'est normal, de gens qui comprennent pas ou qui te découvrent et voient qu'une petite facette. Ils disent « Ah, bah, qu'est-ce qu'elle... elle nous arnaque, la nana, elle gagne sa vie, elle est chiner des trucs à 1 euro, elle les revend 20 euros, moi aussi je peux le faire. » J'ai eu des remarques très très méchantes parfois comme ça. Ouais, bah ça peut faire douter. Quand tu démarres, ouais, ça fait douter. Où tu dis ah ouais, en fait, je vole les gens. Non, bah non, en fait. Non. Très vite, je me suis rendu compte que non, il y en a plein, il y en a 90%, 99% qui te suivent quand même et qui savent très bien comment t'as chiné ton truc et tout, mais pour autant, voilà, ils te soutiennent, quoi. Et au final, tu gagnes. Je dis souvent à des gens qui ont pu faire ces remarques-là, je dis, mais adresse-toi à mon client. Demande-lui si je l'ai volé. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Et très souvent, sur Insta, j'ai beaucoup moins de remarques maintenant. Mais la plupart du temps, quand il y a des haters qui débarquent, il n'y en a plus, quasiment plus, j'ai rien à faire. C'est mes followers qui, gentiment, je leur dis souvent, soyez sympa, pas d'agressivité sur mon compte, qui dans des posts vont aller répondre et me défendre, tu vois, je trouve ça chouette. Donc je me suis toujours souvent sentie soutenue. Comment tu gères le rapport aux réseaux sociaux, justement ? Et notamment très bonne l'hyper-connectivité que demande ta présence sur Instagram, notamment parce que c'est quotidien. Ouais. Quasiment. Ouais, c'est mon outil quotidien. C'est l'outil numéro 1 qui m'a permis de vivre pendant des années. Je crois que c'est au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, 90% de mes ventes étaient sur Instagram. En 2018, quand je suis arrivée à Nantes, ça a explosé. C'était complètement dingue. Et du coup, bah, c'est très addictif parce que tu te dis, faut que j'y aille. Enfin, tu vois, tout ce qu'on sait de la capacité à nous embarquer et à nous rendre un peu esclaves. Et avec en plus, j'ai connu en 9 ans toute l'évolution des stratégies de méta via les algorithmes pour obliger les créateurs de contenu à toujours passer plus de temps sur l'outil, pour obliger ensuite le consommateur de l'outil à passer plus de temps. Donc tout ça, je l'ai suivi, j'essaie de prendre beaucoup de recul avec ça, de faire attention et de trouver la bonne dose, ce qui est très difficile. Clairement, parfois je me dis, je suis effarée par le temps que je passe sur Insta, mais en même temps, j'essaie de me prendre le recul, de me dire, c'est ton outil de travail. C'est un endroit où tu prends beaucoup de plaisir, où tu as des rencontres humaines incroyables, il se passe des trucs géniaux, tu n'as pas de haters, quasiment plus, c'est que du plus. En revanche, tu y passes un temps fou. Donc j'essaie Combien de temps par jour ? Je sais pas, je vais pas comptabiliser. Je sais pas, parce qu'en fait, en permanence, j'échange avec mes clients via Insta. Moi, j'ai décidé de pas avoir de e-shop, c'est-à-dire que j'ai un e-shop, un Shopify, mais en fait, je m'en sers quasiment plus, plus. Je vends en parlant avec les gens, tu vois, donc j'ai des messages automatiques. Donc c'est un temps fou, je passe mon temps à répondre à des MP. Et donc comment tu gères ça ? Est-ce que tu as des moments où tu mets ton téléphone de côté, où tu as besoin de le mettre de côté ou... Ouais, ça m'arrive, mais non, il est jamais vraiment de côté, faut que je sois honnête. Non, faut que je sois honnête, il est pas de côté. En revanche, j'essaie de me discipliner un peu sur comment je l'utilise, parce que moi, si je vais sur mon iPhone et sur mon Insta, c'est pour parler à mes clients. Et c'est pas pour aller voir et scroller. C'est ça, en fait. Moi, je me limite sur scroller sur les contenus. Tant que je suis sur mon Insta pour créer mon contenu et répondre à mes clients, j'estime que c'est sain, c'est mon travail. Même si c'est long, mais voilà, ça fait partie. C'est pas plus long que créer un épisode de podcast. Ouais, voilà, ou d'être sur ton ordi toute la journée parce que voilà, t'es dans un métier où t'es derrière un bureau. En revanche, je fais hyper attention maintenant, je me discipline énormément sur les contenus que je consomme moi. J'ai décidé maintenant de ne suivre et d'aller voir les contenus. Bon, je fais la maline, je me laisse très vite embarquer comme tout le monde parfois. Mais de regarder que des comptes qui m'apprennent des choses ou qui m'apportent de la joie et du plaisir. Et dès que je ressens qu'un compte va trop me faire culpabiliser ou me dire tu vois, tout ce côté jalousie ou envie,
Enfin, c'est ce côté travers des réseaux sociaux. Moi, je me rends compte de la comparaison, parce que moi-même, je me rends compte que parfois j'ai des followers qui me font des retours où ils me disent waouh, mais vous avez une vie de rêve. Et puis ils idéalisent complètement ma vie. Alors oui, je vis mon rêve, mais j'ai des moments difficiles dans ma vie. Tout ne va pas toujours très bien. Je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Parfois, je me trompe. Et parfois, je me dis merde, Caro, montre un peu plus peut-être quand tu te plantes, quand t'es moche, quand c'est foiré, quand c'est pas beau, quand t'es triste, quand t'es mal, pour que ce soit plus authentique. Et non, en fait, je le fais passer. Je dis souvent, non, ma vie n'est pas parfaite, mais mon Insta, il reste un endroit. Je veux que ça reste un endroit où j'y mets tout le plus beau de ma vie et tout le plus beau de mon métier. Donc voilà. Voilà, donc j'essaie de me réguler avec ça. Ok. Ça reste un outil de travail et ou un outil de plaisir, mais pas un outil qui nuit à ta santé mentale. Tu fais attention à ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est que c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique. En grande partie pour ça. Je me suis dit, en ouvrant cette boutique, tu ne seras plus 100% dépendante d'Insta et ce que tu as conçu sur Insta, grâce à Insta, va prendre vie en vrai, dans la vraie vie. Donc souvent, quand les gens débarquent dans la boutique et me disent « Oui, Caroline, je vous suis », et je leur dis « Bienvenue dans la vraie vie, quoi ». Et je les regarde. Donc Insta est un outil, mais et je me rattache à ça. Et je me dis, parfois, il y a eu des plantages, je me rappelle, c'était il y a 2-3 ans, il y a un plantage Insta pendant 2-3 heures. Je me dis, si tout plante, j'ai ça, j'ai créé ça. Donc c'est un boulot de dingue d'avoir les deux, mais ça me rassure tellement. Donc je suis beaucoup plus sereine maintenant de ma conso, de ma présence sur Insta, de me dire que, voilà. T'en es pas complètement dépendante. Ben non, en fait, j'ai aussi, et la boutique, n'aurait jamais pu vivre sans Insta. Ça fait beaucoup écho à la saison 3 de Chef que je viens de clôturer sur l'impact positif, où un des enseignements que je partage, c'est que 100% des personnes que j'ai interviewées, donc c'est forcément que par mon prisme, mais qui ont un impact positif, à un moment donné, l'impact trouve vraiment trouve un atterrissage dans la vraie vie et pas que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que parce que moi je vis aussi dans un monde beaucoup de créateurs de contenu où on peut se comparer avec la portée de nos posts, les audiences, voilà, et en fait à un moment donné je me suis dit mais en fait les gens moi qui m'inspirent à fond, c'est pas des gens qui font des posts avec une portée de dingue, c'est des gens qui changent la vie ou qui permettent aux autres de vivre une expérience joyeuse, notamment autour du beau, autour du bon, autour des liens humains, comme tu le fais à la boutique. Et quand tu dis ce que je construis sur Insta, en fait, trouve une réalité, une caisse de résonance hyper importante dans la boutique. Ça va dans cette lignée-là, quoi. Ton impact, il se traduit aussi dans la vraie vie. Là, alors même s'il se traduisait aussi dans la vraie vie via Instagram, parce que finalement, quand les gens t'achetaient, le plus authentique possible. Voilà. Puis quand les gens t'achetaient la carafe ou la jolie bague, à la fin ils l'ont à leurs doigts. Et toute la pédagogie que tu fais passe dans la vraie vie. Mais il y avait ça. On parle de joie. Qu'est-ce qui te donne de la joie, toi, Caroline ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? De faire mon métier, de le faire au bord de la mer en Bretagne. C'est déjà un bon cadre. Ouais, de rencontrer plein de gens. Tu peux me parler des bains de mer ? Ah, des bains de mer, oui, ça me donne de la joie, beaucoup de joie. Donc c'est à la base quelque chose d'éprouvant et qui tout le monde me dit mais t'es folle, puisque donc j'ai décidé depuis l'été dernier de ne jamais m'arrêter de me baigner, et du coup je suis allée me baigner quasiment chaque semaine, même en plein hiver, même là en mois de janvier quand il a fait -3, et j'ai découvert ça en fait. Je viens ici depuis que je suis née, mais j'ai découvert qu'en fait on pouvait se dépasser sur cette sensation du froid et de je ne sais pas quelle règle qui a dit qu'il ne fallait pas pas sortir sur la plage quand il faisait froid, ne pas se mettre en maillot de bain comme il faisait quand il fait froid, parce que notre grand-mère et nos mères nous ont toujours dit tu vas attraper mal, tu vas attraper un rhume. Mais non, c'est pas vrai en fait. On n'attrape pas de rhume justement parce qu'on va se baigner. Moi, c'est ce que j'ai compris depuis cet hiver. Donc je me baigne même qu'elle a 9-10 degrés.
Et j'ai appris... Tu te baignes quand même avec un petit néoprène un petit maillot de bain néoprène, 1 mm, qui aide, mais je pense qu'à partir de maintenant, je pourrais même y aller... Enfin, ça rassure au début, quoi. Je pourrais y aller même sans. Là, depuis la semaine dernière, j'y vais sans, en maillot de bain. Et ça a été un espèce de truc assez dingue, une révélation assez dingue. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire. C'est tout à fait faisable. Et ça, moi, ça me fait alors concrètement un bien fou. C'est-à-dire que tu sors de là, comme après une séance de sport, ça te fout un coup de fouet, t'as une décharge de plein d'hormones. C'est très agréable. C'est une décharge d'adrénaline, hein, quand même. Ça te lave le cerveau, donc ça a un effet bénéfique psychologiquement, clairement, physiologiquement sur la journée, très agréable, même s'il faut apprendre à se réchauffer. Je pense, c'est en train d'être prouvé, mais un vrai bénéfice en termes d'immunité. Donc moi, j'ai pas été malade depuis l'hiver dernier. J'ai pas eu de grippe, j'ai eu un rhume qui a duré 24 heures, même pas. Donc waouh. Et ça m'a vraiment fait aussi comprendre un truc, c'est le fait de savoir qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Clairement, on est tous beaucoup plus forts qu'on ne le croit. On n'utilise pas toutes les capacités de notre cerveau et notre corps est capable de s'adapter de façon dingue. Moi, je me rends compte maintenant, je vais me baigner, je n'ai plus froid. Donc le corps a pigé, il comprend, alors qu'avant j'avais les doigts blancs, il me fallait une douche, mais même après la douche, je grelottais toute la journée, j'étais devant mon poêle. Mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Tu vas jamais te réchauffer. Et en fait, voilà, ton corps s'habitue. Et ça, c'est assez dingue. Tu dis, ouais, et ça, si tu le transposes à ton psy, à tes missions de vie, à ce que tu veux faire dans la vie, bah, ça te dit, mais fais-toi confiance, en fait. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Voilà, faut avoir confiance. Est-ce que tu as mis en place des choses particulières pour prendre soin de ta santé mentale ? Ouais, je suis venue vivre ici. Déjà, clairement, moi, il m'est arrivé donc personnellement quelque chose de terrible. Je peux le dire parce que je le dis ouvertement, mais le père de ma fille a décidé de mourir quand on s'est séparés. C'était en 2021. Et en fait, je suis venue vivre ici. J'habitais à Nantes et je suis venue vivre ici pour me dire cet endroit va me faire du bien. Et je sais que c'est un endroit de vacances, donc c'est un refuge. C'est cet endroit qui va prendre soin de moi. Et après, du coup, ça fait 3-4 ans que je prends beaucoup soin de moi, mais même pas que psy, même physiquement, parce qu'il m'est arrivé ça. Parce que j'ai ma fille et que je dois tenir bon et que si je suis plus là, voilà, donc j'ai un enfant. Mon métier, ma mission, une place pour chaque chose m'a sauvée parce que je pense que j'ai un tel métier passion, j'ai un tel joie à faire ce métier que ça m'a vachement fait du bien, quoi. Et que quand j'ai ouvert la boutique, je me suis dit, je suis la fille qui ouvre cette boutique, je ne suis pas que la fille à qui il est arrivé ça. Donc cet endroit a été salvateur, une vraie bouée pour moi. Et puis en parallèle, moi physiquement, je vis une ménopause précoce. Du coup, je dois me soigner particulièrement. Donc je fais très attention aussi à me soigner physiquement, à prendre soin de moi. Je me suis mise à faire du sport comme jamais j'en ai fait. J'étais anti-sport avant, je ne supportais pas, je n'arrêtais pas de dire que c'était pas pour moi. Donc depuis que je vis ici en Bretagne et que voilà, il m'est arrivé ça, j'ai aussi combattu le mal-être. Enfin, j'ai eu des phases très très down, hein, parce que psychologiquement, ce que j'ai vécu, j'ai porté une culpabilité terrible. J'ai eu des moments très 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 down et malgré tout, ouais, avec tout ce que je viens de te dire là, toutes les décisions que j'ai prises et tous les protocoles, et voilà, j'ai une vraie discipline pour soigner mon psy et mon corps, ça va de mieux en mieux. Bravo. Merci pour ta transparence. Ton compte Instagram s'appelle Une place pour chaque chose. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta place aujourd'hui ? Moi, je crois, ouais. Ouais, ce nom, il est sorti comme ça. J'étais à un arrêt de bus, j'étais en train de quitter mon job et je savais que j'allais créer ma petite brocante et ce nom est venu un peu comme ça, Une place pour chaque chose. Et il y avait le mot chose qui me disait ouais, c'est bien, je vais trouver les choses, je vais les prendre et je vais les mettre dans une autre place, je vais les révéler et tout. Et en fait, au fur et à mesure des années, je dis ouais, en fait, toi aussi, t'as trouvé ta place, quoi. Donc c'est marrant parce que le nom m'a porté et maintenant il a de plus en plus de sens, quoi. Donc ouais, moi aussi j'ai trouvé ma place ici, voilà, à la Jocelyne, dans ma boutique et avec les choses et en Bretagne, ouais. Trop bien. C'est une notion que je creuse beaucoup ces dernières semaines, le sujet de la place. Ouais. Et la place qu'on prend aussi.
La place qu'on prend, la place qu'on nous donne, quand est-ce qu'on se sent à sa place. Ouais, la place qu'on pense avoir vis-à-vis des autres. Moi, j'étais une grande timide et j'avais l'impression je voulais être toute petite, qu'on me voit pas, et que j'étais trop grosse, qu'on me voyait, ou même la place du physique de ton corps, comment tu t'estimes toi et tout. C'est très, très... Ouais, il y a plein de choses à explorer sur ce mot place. Avec l'expérience, on affine sa place. Ah ouais. On assume plus la place qu'on prend, la place qu'on veut prendre, où est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on veut pas aller. Merci beaucoup Caroline pour ton témoignage. Merci Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.